En 2027, la France va devoir choisir un président sans Emmanuel Macron sur le bulletin de vote. Pour la première fois depuis 20 ans, la partie est complètement ouverte. Et ce que les programmes des candidats révèlent sur leurs intentions réelles devrait vous inquiéter, vous rassurer, ou les deux à la fois, selon ce que vous attendez de votre pays. Parce que, au-delà des éléments de langage et des passages télé calibrés, il y a des chiffres, des montants précis, des engagements concrets. Et certains de ces engagements ne tiennent absolument pas debout selon les économistes qui les ont chiffrés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principaux candidats et leurs programmes réels, sans filtre, sans prendre parti, juste les faits, les chiffres et les contradictions que personne ne vous montre dans le même endroit. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi cette élection s'annonce comme l'une des plus explosives de la Ve République. Commençons par celui qui domine très largement tous les sondages depuis des mois. Jordan Bardella, président du Rassemblement national depuis 2022, est aujourd'hui crédité d'environ 35 à 37% des intentions de vote au premier tour. Un score sans précédent pour un parti à ce stade d'une campagne. Son programme économique repose sur 3 piliers. D'abord, une baisse de la TVA sur l'énergie de 20% à 5,5%, avec une économie annoncée de 200 à 400 euros par an pour un ménage moyen. Un chiffre directement contesté par les services de l'État qui jugent l'estimation optimiste. Ensuite, sur les retraites, Bardella a pris ses distances avec la ligne historique de Marine Le Pen. Il ne parle plus d'âge légal de départ à 60 ans pour tout le monde, mais de carrière longue. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et cumulent 40 annuités pourraient prendre partir à 60 ans. Pour les autres, l'âge légal resterait à 62 ans, avec 42 annuités. Cette évolution a provoqué des tensions internes au RN, certains cadres du parti estimant qu'il abandonne un totem historique du mouvement. Troisième pilier, l'immigration, avec la suppression du droit du sol, le rétablissement du délit de séjour irrégulier et une priorité nationale dans l'emploi et les marchés publics. Pour financer tout cela, le RN avance 3 sources: la réduction des dépenses liées à l'immigration, la lutte contre la fraude fiscale et sociale, estimée entre 80 et 100 milliards d'euros par an selon la Cour des comptes, et une renégociation de la contribution française au budget européen. Le problème, c'est que ce chiffrage repose sur des hypothèses jamais validées par une institution indépendante. Passons maintenant à celui qui semble être le principal rival de Bardella dans les sondages de second tour. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire du Havre et président du parti Horizon, est annoncé vainqueur face à Bardella au second tour dans plusieurs enquêtes, avec un score proche de 52 contre 48. Sa stratégie est singulière. Il a annoncé qu'il dévoilerait son programme complet seulement après l'été 2026, après une phase de consultation des partenaires sociaux. En attendant, il a posé des jalons clairs. Sur les retraites, il veut sortir du système exclusivement par répartition, qu'il qualifie lui-même de non-sens, pour y ajouter une dose de capitalisation collective, sur le modèle de l'Agirc-Arrco. Concrètement, une partie de votre future retraite dépendrait des marchés financiers, et non plus uniquement des cotisations des actifs. Il défend aussi l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or budgétaire limitant les déficits publics. Et il prévoit, dès son élection, de dissoudre l'Assemblée nationale et de lancer 3 référendums. Un sur les retraites, un sur cette règle d'or, et un autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la santé, l'éducation et la justice. Légiférer par ordonnance sur ces sujets, cela signifie contourner le débat parlementaire classique. Une méthode que ses opposants qualifient d'autoritaire et que ses soutiens présentent comme la seule façon de réformer un pays qu'ils jugent ingouvernable. Sur le plan économique, sa ligne est claire: suppression progressive de la CVAE, réduction de la taxe foncière sur l'industrie, suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Une politique de l'offre, comme il la nomme lui-même. Le déficit public français a atteint 5,1% du PIB en 2025 et la dette publique 115,6% du PIB. Le chômage s'élève à 7,9%. Philippe se positionne comme le candidat de la rigueur budgétaire dans ce contexte. Mais il a soigneusement évité, jusqu'ici,
de préciser le coût réel de sa réforme des retraites. À l'autre extrémité de l'échiquier politique, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui en est à sa 4e candidature présidentielle, à 76 ans au moment du scrutin. Son programme, L'Avenir en commun, version 2025, est probablement le plus radical de cette élection. Retour de la retraite à 60 ans après 40 annuités de cotisation. SMIC porté à 1 600 € net. Rétablissement de l'ISF, avec une version climatique générant, selon LFI, 10 milliards d'euros. Et un taux marginal d'imposition à 90%, au-delà de 400 000 € de revenus annuels. Sur le plan institutionnel, Mélenchon veut convoquer une assemblée constituante par référendum pour passer à une 6e république, mettant fin à ce qu'il appelle la monarchie présidentielle et supprimant l'article 49.3, qui permet aujourd'hui à un gouvernement de faire passer une loi sans vote. Le chiffrage de ce programme est l'un des plus contestés du paysage politique français. Selon l'Institut Montaigne, la seule mesure de la retraite à 60 ans coûterait plus de 85 milliards d'euros, alors que LFI revendique 150 milliards de nouvelles recettes pour l'ensemble de son programme. Selon une simulation de la fondation IFRAP utilisant un modèle économétrique universitaire, l'application intégrale du programme ferait grimper la dette publique à 113% du PIB, dégraderait la croissance d'1,3 point, mais créerait, en parallèle, plus d'1 million d'emplois publics sur la durée du mandat, grâce à des recrutements massifs dans la santé, l'éducation et la sécurité. Deux lectures radicalement opposées d'un même programme, selon que vous faites confiance à la logique de la relance keynésienne ou à celle de l'équilibre budgétaire. Et puis, il y a tous les autres. Une trentaine de candidatures potentielles recensées en avril 2026. Un record absolu sous la Ve République, le précédent étant les 16 candidats de 2002. Cette inflation de candidatures n'est pas un hasard. Elle traduit un effondrement structurel des partis traditionnels et l'incapacité de Macron à se représenter, ce qui ouvre un espace politique totalement inédit. À droite, Bruno Retailleau a été désigné candidat officiel des Républicains en avril 2026, après un vote des adhérents. Mais cette désignation est contestée jusque dans son propre camp. Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez et David Lisnard réclament une primaire élargie, jusqu'à inclure Reconquête. Xavier Bertrand et Édouard Philippe, eux, refusent catégoriquement toute primaire. À gauche, la situation est encore plus fragmentée. Une primaire de la gauche, hors LFI, est prévue le 11 octobre 2026, portée par des figures comme Olivier Faure, Marine Tondelier ou Lucie Castetz. Mais Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann refusent tous deux d'y participer, chacun affirmant être le mieux placé pour incarner la gauche au premier tour. Et puis, il y a l'élément le plus explosif de cette élection. Marine Le Pen, donnée largement en tête des sondages avant mars 2025, a été reconnue coupable en première instance de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité, exécutoire immédiatement malgré son appel, l'empêche de se présenter en 2027, sauf retournement judiciaire d'ici l'été 2026. C'est cette décision de justice qui a directement propulsé Jordan Bardella en position de candidat naturel du RN. Une situation absolument inédite. Le favori des sondages de cette élection doit sa candidature à la condamnation judiciaire de sa propre présidente de parti. Alors, où en sommes-nous en juin 2026? Un candidat du RN en tête des sondages, avec un programme dont le financement repose sur des hypothèses contestées. Un ancien Premier ministre qui refuse de dévoiler son programme complet avant l'été, tout en annonçant vouloir gouverner par référendum et ordonnance. Un candidat d'extrême gauche dont le programme est jugé à la fois socialement ambitieux et budgétairement explosif selon les instituts qui l'ont modélisé. Et une droite et une gauche traditionnelles, toutes deux fracturées sur la question des primaires, incapables de présenter un front uni. 30 candidatures potentielles. Une favorite historique écartée par la justice. Et des programmes qui, sur le papier, promettent des trajectoires radicalement différentes pour la France, sans qu'aucun des principaux candidats n'ait encore présenté un chiffrage validé par une institution indépendante. Voilà la question que je vous pose directement. Est-ce que vous faites davantage confiance à un programme dont le financement est contesté par les experts ou à un candidat qui refuse de dévoiler son programme avant l'élection? Et est-ce que la multiplication des candidatures sert la démocratie, en donnant le choix, ou l'affaiblit, en fragmentant le vote face à un bloc qui, lui, reste uni? Dites-moi dans les commentaires lequel de ces programmes vous semble le plus réaliste et lequel vous semble le plus dangereux. Je lirai vos réponses. À la prochaine.